Putain, et moi qui cherchais le secret de l'immortalité, alors qu'il y a qu'à voir ce gars pour comprendre qu'il suffit d'écrire des bouquins et d'avoir fait toutes les hautes études de la stratosphère pour devenir un dieu vivant. Bordel, ma mère la pute, je suis baisé, j'ai déjà raté ma vie. Alors tu vas me dire, c'est qui ce mec pour qui j'ai tant d'admiration, pour lequel je brûle des cierges tous les matins avant d'aller bosser, qui transpire tellement le swag avec son level supernova dans le grand poker mondial. Ne prenez pas ce que je vais dire maintenant comme ni une marque d'optimisme ni une marque de pessimisme, parce que le pessimisme ou l'optimisme sont des attitudes de spectateurs. On est optimiste ou pessimiste pour, par exemple, une équipe de foot qu'on soutient. Quand on est joueur, on n'est ni optimiste ni pessimiste, on essaie de gagner le match. Qui c'est ce mec qui va gagner le match de la vie en notre nom à tous? Qui c'est ce type avec des couilles si grosses qu'elles sont visibles depuis Oméga du Centaure? Et pourquoi j'en parle? Je vais te le dire. Jacques Attali, c'est ce qui se fait de mieux en matière d'être humain. C'est tout, y a pas à chier, il a fait l'ENA, Polytechnique, les ponts et chaussées avant ses 25 ans, serré tellement de mains en or massif à travers le monde entier qu'on le surnomme le roi Midas, a été le conseiller de plus de dirigeants que Nicolas de Machiavel, et s'il devait exister un mec à côté duquel tu pues la merde même si t'es une connasse de fleurs sauvages avec un QI de 250, c'est lui. Ce mec met l'avenir en PLS, son compte bancaire est à la Banque de France, il a tellement de projets qu'il en a même pour toi et ta famille, alors je te conseille d'oublier son nom et de l'appeler papa. On me fait signe depuis la réalité qu'en fait tout le monde le connaît déjà, et qu'on voit tellement sa gueule dans les médias qu'on voudrait plutôt un fusil de chasse vite. Alors finalement, peut-être que j'ai tort. C'est vrai que ce type est le sujet principal d'un film qui s'appelle Les Nouveaux Chiens de Garde s'il te plaît, et c'est pas parce qu'il sait se lécher les couilles si tu vois ce que je veux dire, quoiqu'il est un expert en autofellation faut dire. C'est plutôt parce que s'il y avait une armée d'enculés, lui il serait le putain de général 12 étoiles envoyé en éclaireur par sa bande de lâches. Et il irait tout seul se battre. Et bordel, il gagnerait la guerre. C'est donc parce qu'il est toujours en avance sur son temps, et que ça fait 50 ans qu'il a plus raison que les autres, que c'est notre fils de pute du futur à nous qu'on est des grosses sous-merdes. Norage de ton admirage. Jacques Attali, c'est ce mec qui a le même super pouvoir que BHL, il te rend antisémite en 5 minutes. On peut le voir comme un troll du débat public de niveau épique, et il est même capable de foutre des easter eggs pour faire l'agent secret divin, histoire de bien faire rager ses détracteurs et de les faire tous tomber dans le complotisme. Qu'est-ce qu'on reproche au peuple juif? On lui reproche de lui devoir l'idée de Dieu et de lui devoir aussi, dans l'économie, de lui emprunter de l'argent. Donc on a une sorte d'ingratitude, et la meilleure façon de se comporter avec ceux à qui on ne veut pas avoir de la gratitude, c'est d'en faire un ennemi. Bon. En Angleterre, par exemple, la bourgeoisie juive finance des imams. C'est pas parce qu'on a 7 enfants qui seront des êtres humains ou des juifs, ce qui revient au même pour moi, hein, c'est un être humain, c'est pareil. On est absolument au bord de la guerre mondiale. Un peu comme quand Kevin se retourne en demandant qui c'est qui lui a foutu des claques, et que tu dis que c'est pas toi, alors que c'est toi, parce qu'au fond Kevin est un gros bouffon. Eh ben Kevin dans l'histoire, c'est toi. Attali a un don, il arrive à donner raison aux conspirationnistes en même temps qu'à TF1, moi j'appelle ça le talent. Ce type c'est trop un thug, à chaque fois qu'il l'ouvre il dit une connerie et on lui donne toujours autant la parole, il sera encore là quand tes arrière-petits-enfants finiront de payer les dettes de tes ancêtres. Non, y a pas à dire, tu t'es scientifique fou, tu t'es un peu trop emporté. Ce type c'est un héros. Et pour en être sûr, le mieux c'est encore de le laisser parler, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par lui-même, car on n'est jamais mieux que lui-même, car c'est lui qui est mieux et c'est tout. C'est juste un génie, et toi t'as rien à faire à part fermer ta gueule d'inculte et croire en lui. Jacques Attali, vous souhaitiez Oui, réagir? juste un commentaire sur ce que vient de dire Pavalek. Je dirais simplement que depuis l'an 1000 à peu près, le pouvoir a progressivement basculé vers l'Occident et il a installé dans une bataille passionnante une valeur dominante qui aurait pu être, comme cela a été pendant très longtemps quand le modèle religieux dominait la recherche de l'immortalité, mais cette pulsion proprement religieuse n'a pas été celle qui domine aujourd'hui, en tout cas en Occident. Ça aurait pu être la recherche de l'égalité, mais pour des tas de raisons, cette utopie-là a largement échoué. Et il y a une autre utopie qui s'est progressivement imposée, c'est l'utopie de la liberté individuelle. On pourrait aller jusqu'à dire que l'apologie de la liberté individuelle, c'est l'apologie de la déloyauté, puisque j'ai le droit de ne pas obéir au contrat. Je veux être libre tout le temps, en permanence. Il y a de moins en moins de CDI, il y a de moins en moins de contrats durables, c'est de plus en plus de CDD, les relations sentimentales sont de plus en plus précaires. Tout est possible, mais en même temps, tout est possible simplement de la recherche du plaisir individuel, du plaisir de soi pour soi.
qui est l'autre n'est qu'un acteur de la masturbation. Les durées des lieux où on habite sont de plus en plus brefs. La France, comme toute nation aujourd'hui, c'est un hôtel. On s'installe dans une idéologie de la précarité générale, où on voit les technologies non seulement changer très vite, mais être au service de ce moi maintenant tout de suite, changeant tout le temps. J'ai dit tout à l'heure que la liberté individuelle n'était que limitée par le fait que les choses sont rares. Et on n'est pas libre d'avoir tout quand on ne peut pas dépasser les contraintes de la rareté. La rareté du temps. On ne vit pas aussi longtemps que la liberté nous permettrait de vouloir. Je veux vivre éternellement. Non, on ne peut pas. On peut décrire l'histoire de l'humanité depuis cette époque comme progressivement la tentative d'organiser les procédures qui permettent d'être relativement libre dans un contexte de rareté. Pour les biens individuels, le mécanisme le plus intelligent, le plus sophistiqué qui s'est progressivement installé, c'est le marché, qui permet de croire qu'on est libre de choisir ce qu'on veut sous les contraintes de la rareté. Et pour les biens collectifs, la procédure qui permet le mieux de croire qu'on est libre sous contrainte de rareté, pour la distribution des biens publics, c'est la démocratie. L'un et l'autre étant, je l'ai dit tout à l'heure, des formes extraordinairement sommaires de liberté, mais c'est le meilleur bricolage. Alors, quand vous dites la société est libérale, il faut en changer, moi, je vous répondrai ceci. Nous sommes dans un monde tel qu'il est. Soit on décide de fermer nos frontières et d'aller vers un modèle de type Corée du Nord, qui est, à mon avis, le seul modèle différent. Attendez. Soit on fait ça. Vous êtes en train. Attendez, je voudrais terminer ma phrase. Soit on fait ça. La critique du soit, non, laissez-moi. Oui. Ne laisse comme et du libéralisme ne scelle que comme seule optique la Corée du Nord. Oui. Si je suis un acteur du marché, je n'accepte pas une frontière de territoire, c'est-à-dire je considère que j'ai le droit de faire des affaires de marché sur tous les domaines, y compris les domaines qui sont le sanctuaire de l'État. Je ne vois pas pourquoi on m'interdit de commercialiser l'éducation, la santé, la défense. Il y a une catégorie d'entreprises, d'ailleurs, dont on n'a pas parlé, qui ouvrirait des perspectives vertigineuses. C'est l'entreprise criminelle, l'entreprise illégale, la mafia. Et sans frontières d'un point de vue géographique, le marchand n'est pas enfermé dans des frontières de territoire. Donc le marché, par nature, est global, mondial. La mondialisation, c'est une somalisation de la planète. La dynamique dans laquelle nous sommes, c'est une dynamique de chaos. Ce qui fait que cette mondialisation aujourd'hui hésite entre plus de mondialisation pour mettre en place l'état de droit ou moins de mondialisation pour revenir sur les frontières fermées. J'ai refusé d'être ministre. François Mitterrand a dit qu'il me l'a proposé publiquement, donc je peux le dire. J'ai refusé à plusieurs reprises d'être ministre. Histoire qu'on a déjà connue à plusieurs reprises dans l'histoire. C'est là où l'histoire est très intéressante. Je ne veux pas vous ennuyer avec ça parce que je vois que le temps passe. Bien sûr, l'avenir n'est jamais une répétition du passé. Mais on a connu ça à de nombreuses reprises dans l'histoire et qui s'est toujours traduit par le fait que l'humanité a choisi de revenir en arrière. La dernière, la plus proche de nous, elle n'a qu'un siècle, en 1913-14, on a failli faire une mondialisation réussie. Il y avait beaucoup de choses qui ressemblaient à la période d'aujourd'hui. Puis au dernier moment, on a pris peur et puis on s'est refermé sur nous-mêmes et ça a donné 1914, 1918, 1929, 1933, 1939 et on est sorti de ça qu'en 1989 avec la chute du mur de Berlin. Le monde est ce qu'il est. Le monde est fondé sur une double réalité qui est la rareté des choses. Et la rareté se répartit économiquement de deux façons, par le plan ou par le marché, par la dictature ou par le marché, ou par les échanges. Il n'y a pas d'autre solution. Ça, c'est la réalité du monde tel qu'il est. La rareté, vous la vivez tous les jours parce que vous n'avez pas assez d'argent pour obtenir tout ce que vous voulez, c'est la rareté. Et la rareté, on la répartit de ces deux façons, le marché ou le plan. Eh bien, aujourd'hui, le monde tout entier décide de la répartir par le marché. Vous pouvez ne pas être d'accord, le marché a beaucoup de défauts, je les combats. Le meilleur couple d'organisation de la liberté sous contrainte de la rareté, c'est le marché et la démocratie qui marchent ensemble. Ça marche assez bien, puisque progressivement, l'histoire a fait que des économies de marché sont nées, ça commence par là, sous des dictatures, puis l'économie de marché crée une classe moyenne qui a besoin de droits de propriété, donc qui a besoin de stabilité, donc qui a besoin de liberté individuelle, donc qui a besoin de démocratie, puis progressivement ça s'étend, et ce couple marché-démocratie, on s'aperçoit que le marché a besoin de la démocratie, parce que le marché suppose l'innovation, le droit à créer, le droit à changer la vie, et donc il a besoin de démocratie. Et la démocratie a besoin du marché, parce que la démocratie ne peut pas fonctionner sans possibilité de vendre, d'acheter et de créer des conditions de création de richesse. Donc ce couple est un couple vertueux. Le marché a beaucoup de défauts, je les combats. Là où on a le bras de levier le plus fort, c'est au centre de l'État. J'ai refusé à plusieurs reprises d'être ministre.
une fois et en même temps qu'on aura constaté que l'ordre politique ne marche pas, le plus vraisemblable, et c'est déjà en marche, ce sera un monde qui sera dominé par le marché. Où de plus en plus, le marché, les entreprises font la loi. La France, comme toute nation aujourd'hui, c'est un hôtel. J'ai dit que marché et démocratie étaient des valeurs qui s'enrichissaient l'une l'autre. Un hôtel qui doit bien traiter ses employés, mais qui doit aussi être accueillant pour tous ses clients. Et en même temps, nous allons vers des mutations qui, en l'absence de puissance dominante, dans la nécessité d'un ordre mondial, créera sans doute quelque chose comme un chaos. Et où ce seront les grandes entreprises qui détermineront le monde. Les marques qui ont réussi à franchir le seuil d'une telle façon que, quoi qu'il arrive, quels que soient les produits, ça va être des bons produits. Je pense que les principales seront les entreprises qui seront capables d'assurer la maîtrise de la principale demande des hommes libres. Dans l'univers de la liberté, les principales demandes des hommes à l'égard d'un pouvoir, c'est la sécurité et la distraction. Évolution de l'homme à la machine, où l'homme se transforme lui-même en machine, ou en objet marchand, puisqu'après tout, progressivement, il se vend lui-même les moyens de créer les conditions de son immortalité en remplaçant des éléments de lui-même en objets. N'oubliez jamais que le modèle social-démocrate qui s'est imposé comme la réponse raisonnable après la Seconde Guerre mondiale, le premier qui l'a essayé de façon technique, c'est Mussolini. Le deuxième, c'est Lénine. Le troisième, c'est Hitler. Et Roosevelt n'a été que le quatrième. Écoutez, la démocratie a échoué, ça suffit, on met de l'ordre. Maintenant j'en ai. Il a raison. Bonsoir. Il a raison.